Bonjour à tout le monde, je suis Paul et celui c'est smartintelligence.si. On va parler toujours sur un dilemme très spécial que c'est la vie et la mort. Le public instruit et courrier de notre temps adresse aux savants de chaque spécialité la même demande que le roi Ptolémée Philadelphe, protecteur des lettres, adressait jadis à Euclide. Rebouté des difficultés et des lenteurs que présentait l'étude des mathématiques, le roi voulut savoir du célèbre géomètre s'il n'y avait pas quelque route royale qui conduisît d'un trait au but. Le savant grec se récusa. Ces routes royales, qui rendraient accessibles aux esprits cultivés tous les domaines de la science, n'existaient pas au temps de Ptolémée et d'Euclide. Elles existent aujourd'hui. Les ensembles forment la philosophie scientifique. La philosophie scientifique ouvre des percées lumineuses dans l'inexplicable fluide des phénomènes naturels. Elle éclaire les faits. Elle met à nous les principes. Elle sabre les détails contingents pour faire la place aux faits essentiels. Elle rend ainsi la science accessible et communicable. Intellectuellement, elle remplit une fonction de trésor. Il y a virtuellement une philosophie de chaque science. Il y a donc un pur sel qui s'occupe des phénomènes de la vie et de la mort, c'est-à-dire pour la physiologie. J'ai voulu dans cet ouvrage en donner un aperçu. Je l'ai écrit pour des espèces de lecteurs. Ce sont d'abord tous ceux qui possèdent simplement une culture générale ont la curiosité de connaître les mouvements des idées en biologie. Cela forme déjà une assez nombreuse catégorie du grand public. Ces lettres et ces courriers pensant avec Bacon qu'il n'y a de sciences que du général. Ce qu'ils voulaient connaître, ce n'est pas notre outillage, nos procédés, notre technique, les mille détails d'expérimentation où nous consommons votre vie dans nos laboratoires. Ce qui les intéresse, ce sont les vérités générales que vous avez acquises, les problèmes dont nous poursuivons la solution, les principes de nos méthodes, la marche de notre science dans le passé, son état dans le présent, son orientation probable dans l'avenir. Mais j'ose dire que ce livre adresse aussi à une autre catégorie de lecteurs ou professionnels de la physiologie. Je le leur dédie. Ils s'initient à cette science et l'apprennent en la pratiquant. C'est la bonne méthode. Ainsi devient-on forgeron en forgeant. Claude Bernard avait coutume de dire que pour acquérir les maîtrises dans une science expérimentale, il fallait être un rat de laboratoire. Il y a ainsi parmi nous beaucoup de rats de laboratoire. Ils sont guidés dans leur besoin d'investigation quotidienne par un obscur instinct de la marche et de la direction de la physiologie contemporaine. Peut-être leur agréera-t-il de trouver leurs idées plus ou moins inconscientes exprimées ici sur un fond explicite. Eh bien, on va parler en ce moment sur les notions fondamentales sur la vie. On peut
définir la vie. La vie, c'est une existence de fond vital commun, la vie. La vie est-elle un attribut réel ou le simple nom d'une collection de propriétaires? Appel à la spéculation philosophique. La forme et la vie, variété de formes vivantes, fixité du fond vital. La morphologie. Démonstration de l'existence du fond vital. Fixité vitale, fixisme physiologique. Conséquences relatives aux domaines respectifs de l'évolution et du transformisme. Contraste entre les variétés de formes et la fixité du fond vital. Évolution physiologique lente, évolution morphologique rapide. L'énergétique biologique, les lois universelles s'exerçant dans les mondes vivants, double conditionnement de la vie, son caractère bilatéral, l'être vivant, le milieu vital. Fixité relative de l'un et de l'autre. Loi morphologique, morphogénétique. La vie de la matière. Existence de quelqu'un des propriétés du fond vital dans le corps brut ou dans certains d'entre eux. La mort. On parlera sur la mort. La loi, la létalité n'a pas un caractère inexorable, animaux immortels. On va définir la vie. Distinction des êtres vivants et des corps bruts. Fond vital, commun. La vie est-elle un attribut réel ou le simple nom d'une collection de propriétés? Impuissance actuelle de la science de répondre à cette question. Appel à la spéculation philosophique. Distinction des êtres vivants et des corps bruts. La nature nous offre à considérer des êtres vivants et des corps bruts. Nous savons les reconnaître dans la plupart des cas. Nous distinguons facilement l'objet inanimé, les yeux, les poissons, l'insecte, les vers, les mollusques qui sont des animaux et l'herbe, les champignons, les mousses et les algues qui sont des végétaux. De l'enfance, cette distinction nous est familière. Une antithèse établie de bonne heure dans nos jeunes esprits entre l'être vivant dont nous trouvons le type de nous-mêmes qui se déplace, qui réagit aux excitations extérieures comme en nous, ou qui grandit et s'étend de jour en jour comme l'arbre et la plante, et l'autre part l'objet brut, les pierres inertes, en apparence immobile et immuable. Les premiers enseignements que nous recevons confirment ces distinctions, et ainsi se trouvant établies dans notre intelligence ces catégories principales des objets de la nature, désormais regardés comme irréductibles, le règne minéral d'un pacte et les autres, les deux règnes vivants, le règne animal et le règne végétal. L'existence d'un fond commun, la vie, l'application commune des êtres vivants appliqués aux objets de cette dernière catégorie implique l'existence d'un fond commun aux uns et aux autres, d'un fond vital, c'est-à-dire d'un ensemble de caractères par lesquels ils se rassemblent entre eux et se différencient des corps bruts. Et c'est là en question de fait, mais notre esprit dépasse les faits. Il résume et concrète ces traits divers de ressemble et en toutes ayant une existence propre, un quid proprium.
un attribut unique, la vie. La vie est-elle un attribut réel ou le simple nom d'une collection de propriétés? Sommes-nous fondés raisonner ainsi? Y a-t-il vraiment quelques attributs réels, concrets, objectivement présents chez tous les êtres et qui répondent à ces mots, la vie? Ou bien n'y a-t-il de réel que des traits isolés, épars, et l'esprit synthétise en un terme abstrait, en une sorte d'être de raison? La vie, qui serait en ce cas une idée, un concept, une simple catégorie de l'esprit? Tel est le premier problème qui s'offre à notre méditation. Comment l'a-t-on abordé jusqu'ici? De deux manières, par les voies de la science et par les voies de la philosophie. Bien. Je vais vous donner quelque chose pour analyser, pour penser, et je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez sur ces subjets. Ces subjets, c'est très intéressant, c'est lui que je pense. Et bon, j'espère que vous me faites son commentaire, son doute, et on pourrait faire une autre vidéo sur cette même sujet ou un autre sujet que vous aimez que je vous parle. Je le donne mon salutation et mon nom est Pablo et Paul. Et il était tout à ce moment de smartintelligence.sp. Je vous embrasse bien fort et à la prochaine vidéo. Au revoir.